Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Toute l'équipe et moi, on a du plaisir à revenir pour vous sur des faits qui ont marqué l'actualité de ce mois de juin. Au menu, la nouvelle loi électorale n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive alors qu'elle a été adoptée par les députés de la transition. Une frange de l'hémicycle a clairement dit son désaccord par ce qui pourrait s'apparenter à un recul de la démocratie au Gabon. La souveraineté de l'État n'a jamais été mieux exprimée au Gabon. Les autorités ont acté le rachat d'Assala Énergie. Après 67 ans de production de l'or noir, l'État pourra enfin être un des acteurs du secteur. Et les examens de fin d'année ont livré leur verdict. Alors que la moisson a été bonne pour le CEP, côté BEPC et BAC, le Gabon aurait pu mieux faire. Et pendant une semaine, Libreville, la capitale gabonaise, a été la capitale de la mode africaine et mondiale. L'acte 3 du Festival de la mode au Gabon a réuni une belle fourchette d'artistes et de stylistes et autres top modèles du Gabon et ceux venus d'ailleurs. Vous le savez, analyse, décryptage et commentaires, c'est seulement dans quelques instants avec la rétro de l'actualité. Alors que le président de la transition poursuit sa tournée républicaine dans les régions de l'intérieur du pays, l'étape du Moyen-Ogooué lui a permis de communier avec les populations de la 3e province du Gabon. Là-bas aussi, une enveloppe de 7 milliards a été offerte pour les projets de développement de la province. Mais avant de revenir sur cette étape de la tournée républicaine où Dimitri Abourner était d'ailleurs notre envoyé spécial, intéressons-nous au nouveau code électoral qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion et même au sein de la représentation nationale. Pour en parler sur ce plateau, Geoffroy Fumboula Libeka, député de la transition, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et juste à vos côtés, on ne le présente plus, mon cher Dimitri Abourner, l'infatigable Dimitri Abourner. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de prendre part à la rétro de l'actu, Marielle Biogou. Alors, messieurs, une des recommandations du dialogue national inclusif auquel vous n'avez pas pris part, vous deux, était le transfert des compétences de l'ancien CGE au ministère de l'Intérieur. Vous vous y êtes insurgé, Geoffroy Fumboula Libeka, on vous a suivi et vous avez même déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement avec cela? Bon, la modification d'un code électoral n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Mais il faut effectivement que cette modification tende vers les standards en matière de démocratie et de transparence électorale. Voyez-vous, l'exécutif et le Parlement, il n'y a pas de solidarité entre le législatif et l'exécutif. Ouais. Il y a une complémentarité pour aider le président, qui est le patron de toutes les institutions, de tous les pouvoirs, à mieux orienter sa décision. C'est en ce sens que le ministre, justement, de l'Intérieur a soumis à l'appréciation, à l'examen des parlementaires que nous sommes, ce projet de loi qui a fait encouler d'encre et de salive. L'une des dispositions fondamentales est sur le principe même du code électoral. C'est le transfert exclusif de toutes les compétences en matière d'organisation des élections oui, au ministre de l'Intérieur et au ministère de l'Intérieur. C'est important de dissocier le ministre et le ministère. D'accord. Le ministère, c'est l'administration. Effectivement. Le ministre, c'est le patron personne de l'administration. Oui. Et cela se ressent dans l'esprit du texte, où je prends un cas simple, en ce qui est par exemple de la nomination dorénavant des membres des commissions électorales, c'est le ministre qui nomme. Ce n'est pas le ministère. Le ministère, encore, on a pu comprendre qu'il peut avoir un consensus entre les différentes directions, oui. Direction en charge des élections et d'autres, pourquoi pas d'autres experts, pour pouvoir proposer oui. à l'appréciation du ministre des personnes qui peuvent être membres de ces commissions. Mais là, les pouvoirs ont été directement transférés au ministre. L'autre aspect, heureusement, les collègues de l'Assemblée l'ont corrigé, c'est l'article 76, parce que dans la proposition, il était question que le ministère aille jusqu'à la désignation des membres des bureaux de vote. Le Parlement, qui a eu à travailler sur ce texte, la commission mixte ad hoc, a apporté des amendements. Au nombre de ces amendements, le fait, par exemple, que le président du bureau de vote est choisi par le bureau sur proposition de la commission locale. Or, les membres des commissions locales sont désignés par le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est autant d'éléments
qui, donc, de façon m'ont gêné. indirecte, le ministre intervient toujours dans la désignation du président du bureau. Exact. Non, de façon indirecte, puisque c'est lui oui. qui nomme les responsables des commissions locales. Donc, de facto, on peut dire que derrière, de façon indirecte, on peut présumer qu'il peut également agir sur la nomination des membres du bureau. Mais ce qui est intéressant dans les amendements des collègues parlementaires, c'est le fait qu'on a réintégré les représentants des candidats et autres. On fustigeait d'ailleurs dans la modification de l'année dernière avec les élections, donc, avec la concertation politique de Libreville. Dimitri Abourneur, alors, à une certaine époque, au niveau du Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupait de la question électorale. Ensuite, on est allé, comme on sait le faire, dialoguer, on allait discuter, et puis on a mis en place un organe à l'époque, la CENAP, ensuite le CGE. Aujourd'hui, il y a comme un retour en arrière. On revient à ce qui se faisait. Est-ce que cela peut être traduit comme un recul de la démocratie où on peut percevoir les enjeux différemment? Alors, Marielle Biogou, pour répondre à votre question, je vais essayer de faire une lecture suffisamment globale de la situation, en partant déjà des faits qu'on a pu observer l'an dernier. On se souvient des effets produits par la modification de la loi en pleine année électorale en 2023, une situation qui avait conduit certains acteurs actuels de la transition, alors dans l'opposition, à dénoncer de façon vigoureuse cette modification au Palais du Sénat. Ajoutez à cela, vous venez de le dire, les nombreuses évolutions issues des rencontres politiques qui ont souvent succédé à des élections, qui ont parfois entraîné d'ailleurs des crises politiques, eh bien, le constat qui est fait, c'est que la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques en République gabonaise, eh bien, continue de faire l'objet d'amendements. Cette loi est toujours au cœur, disons, de la palabre politique. Pour le moment, il s'agit effectivement de mettre en œuvre des règles permettant aux citoyens gabonais de se prononcer sur la nouvelle constitution proposée par le Comité constitutionnel national sur la base donc des recommandations du dialogue national inclusif. Et là, on parle du référendum qui aura lieu. Examen donc du Parlement de la transition. Mais le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà pris l'engagement de revenir sur cette loi dans le détail après donc, le référendum. Donc la question ici est de savoir pourquoi la classe politique peine à trouver un consensus durable sur la loi qui encadre les élections. À tomber d'accord, et c'est peut-être la question qu'on va poser aux députés de la transition qui est là avec nous. Pourquoi on a l'impression que c'est les mêmes faits, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Cette loi. Mais Marielle, en fait, pour nous qui sommes assez cartésiens, qui recherchons le meilleur, et c'est un principe. Oui. Quand on veut devenir meilleur, on ne se compare pas au dernier, on se compare au meilleur. Moi, j'ai fortement milité, je continue de militer contre l'esprit de cette loi. Pour quelle raison? Premièrement, quand on parle d'élection, je vise le meilleur en matière de transparence et d'organisation. Donc, de ce fait, je me réfère aux pays qui sont identifiés comme étant les meilleurs. La zone SADC, qui compte 16 pays, est identifiée comme étant la zone où le niveau de démocratie a assez évolué. Dans les 16 pays de la SADC, il n'y a aucun de ces pays qui fait organiser son élection par son ministre de l'Intérieur. J'ai vu les 15 pays de la CEDEAO. Il n'y a aucun de ces pays qui fait organiser son élection par le ministre de l'Intérieur. Il est vrai qu'il y a eu des arguments, mais qui n'étaient pas du tout fondés, prétextant le Sénégal, disant que le Sénégal a fait organiser. Par exemple, qu'il y a une belle mais démocratie. C'est pas vrai. Le Sénégal n'a jamais fait organiser son élection par le ministère de l'Intérieur. Au Sénégal, on a la CENA, qui est la commission électorale. On a la direction des élections qui est en charge du fichier électoral. Et vous vous rappelez, parlant par exemple de Sonko, il y a eu, à un moment donné, une discorde sur le retrait, la radiation de Sonko du fichier électoral par le ministère et la saisine du Conseil constitutionnel. La CENA qui a saisi le Conseil constitutionnel pour demander la réintégration de Sonko. Donc c'est déjà pour dire que même là-bas au Sénégal, parce que c'est l'argument qui était avancé par certaines personnes qui défendaient et justifiaient le projet, n'est pas du tout fondé. J'ai regardé les 11 pays de la CEAC. C'est la zone politiquement la moins instable, la moins démocratique. Mais même là, il y a quand même semblant. Il n'y a aucun de ces pays en dehors du Gabon qui fait organiser ces élections par son ministre de l'Intérieur. Mais alors, pour finir, j'ai regardé le top 50 des pays jugés les plus démocratiques en Afrique, partant de l'île Maurice au Sénégal qui est 10e.
Il n'y a aucun de ces pays qui fait organiser son élection par son ministre de l'Intérieur. Donc, fort de tout ça, j'ai estimé que si on veut être meilleur, il faut qu'on s'aligne aux standards des autres. Des meilleurs. Et donc, oui. il faut qu'on bâtisse notre code électoral conformément aux standards édictés par ceux qui sont identifiés comme... Ensuite, quand on terminera ce référendum sur la base de ce texte, est-ce que peut-être ce sera là l'ouverture, est-ce qu'on pourra revoir finalement ce code électoral pour les futures échéances? Je pense que ce qui est déjà intéressant à relever, c'est que lorsqu'on parle effectivement du Parlement, de la transition, oui. parce que nous sommes effectivement dans ce contexte de la transition, c'est déjà intéressant que des voix différentes se font entendre parce que c'est la vie de la démocratie. Mais ce qui est mieux, c'est que cette loi ou ces voix dissonantes soient prises en compte parce que c'est également le bon sens. L'expression de la démocratie, la vitalité finalement de cette Assemblée nationale et des de ce bonnes Parlement. lois et des lois qui arrivent finalement à asseoir ce consensus durable, il faut véritablement tenir compte de toutes ces voix et surtout avoir le souci permanent de mettre en place un système électoral qui soit plus ou moins stable, qui ne doit pas être revu à chaque fois. Geoffroy Fumvula le disait, lui c'est un acteur, il se bat pour mettre en place les bonnes pratiques parce qu'il faut s'identifier aux meilleurs. Absolument. Et peut-être pour terminer sur cette question, Geoffroy, j'ai envie de dire la pilule, il faut la consommer puisque la loi elle a été adoptée par le Parlement. C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. Pour la suite, peut-être à quoi s'attendre après le référendum parce que là on est déjà parti pour le référendum. Mais les lois sont appelées à évoluer. Le fait déjà qu'en tant que parlementaire, on ait voté contre, oui. D'autres plus nombreux ont voté pour, la loi s'applique à tout le monde. On accepte la loi. Le code électoral parle du référendum. Il n'y a pas de loi spéciale sur le référendum. C'est pour cela que nous, on a dit les acquis des autres élections, des autres catégories d'élections étant déjà consacrées par cette loi, on n'avait pas besoin de la modifier. Il suffisait simplement de prendre une loi spéciale sur l'organisation du référendum. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a modifié, supprimé 72 articles. On a dépourvu ces articles de leur essence qui garantissait tout ce qu'il y avait comme moyen de transparence et autres pour les autres catégories d'élections. Au motif qu'après le référendum, on reviendra encore traiter des mêmes questions qui étaient déjà des acquis dans la loi actuelle. Donc, je ne comprends pas trop quel est l'objectif de cette gymnastique. Et puis, je vais finir, je vais chuter par ça. Il y a une précipitation à mon niveau. Je pense qu'il y a une précipitation. Le référendum, oui, mais le référendum doit être notre premier test en matière de corpus électoral. De l'organisation des élections. Les populations vous regardent. Vous et moi, on sait elles attendent que beaucoup. Le principe de l'élection, c'est un électeur pour une circonscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ce référendum, il y aura le redécoupage électoral. Très bien. Donc là encore, on va revenir à zéro. Parce que tout le monde sera contraint de s'inscrire en fonction du nouveau découpage. D'autant plus que dans la loi, le fichier électoral actuel avec lequel on ira au référendum, on va avec un fichier électoral qui tient compte de l'ancien redécoupage. Mais par rapport au nouveau redécoupage, il nous faudra refaire toute cette même gymnastique. Ça sous-entend qu'on dépense de plus d'argent, on refait les mêmes dépenses, alors qu'on aurait pu d'abord finaliser avec les préalables, le redécoupage, tout ça, et tester maintenant la loi. Malheureusement, Dimitri, on n'a plus assez de temps. On va embrayer rapidement sur la tournée du président dans le moyen d'Ogoué. Je le disais à l'entame, vous y étiez. Peut-être nous faire part de ce qu'on retient de là-bas. On sait qu'il y a eu 7 milliards, encore une enveloppe. Il y a eu plusieurs inaugurations, sinon la pose de plusieurs premières pierres. Le Gabonais ne veut plus de maquettes. On ne veut plus le Gabon des maquettes. Est-ce que vous pouvez rassurer, vous qui avez été au fait de cette tournée, qu'est-ce qu'on pourra retenir du passage du président dans la province du Moyen-Ogooué? C'est très intéressant, Marielle Biogou, parce qu'il faut revenir sur le fait que cette tournée du chef de l'État vise justement à rencontrer ses concitoyens pour pouvoir recueillir leurs aspirations. On retient des chantiers forts, des chantiers importants qui ont été lancés par le chef de l'État, à l'exemple de la construction du port fluvial, minéralier et commercial de Ndjolé, qui va prendre donc 24 mois, un chantier important qui
pourra créer de nombreux emplois dans cette zone qui a de nombreuses richesses naturelles, à l'exemple du manganèse, minière, oui, de l'or et également de la ressource forestière. Et donc, ce port viendra désengorger ou permettra donc de transporter toutes ces différentes richesses et cela permettra donc de créer de l'emploi dans la zone. Dans la commune de Lambaréné, il y a des chantiers tels que la construction d'une cité CTRI, des logements qui ont été donc construits, qui ont été préfinancés. Vous le disiez à l'instant, les Gabonais ne veulent plus des maquettes et les nouvelles autorités mises en place, parce que c'est quand même à mettre à l'actif donc du délégué spécial de la commune de Lambaréné, le général Roger Bibaye, qui a donc anticipé, qui a utilisé la méthode militaire de l'anticipation pour commencer donc la construction des logements. Et quand le président est arrivé, il a pu constater des logements sortis des terres avant donc de pouvoir également promettre la construction d'autres logements. On parle de 100 logements à la fois sur l'île et également sur l'autre partie de la rive, parce que comme vous le savez, la province du Moyen-Nogoué est une province multiethnique cosmopolite, et pour faire en sorte que tout le monde trouve gain de cause dans les chantiers qui ont été lancés par le chef de l'État, ils ont pensé à faire 50-50. À côté de cela, il y a également ces 300 millions donc de francs CFA qui ont été promis dans les cantons. Je pense par exemple au canton Ashuka, qui se trouve donc dans le département de l'Ogooué des Lacs, où la principale activité là-bas, c'est la pêche. Et donc, les populations se sont exprimées et ont sollicité le chef de l'État pour la construction d'un centre de pêche qui pourra donc permettre d'améliorer leurs activités économiques. C'est plusieurs autres chantiers. Par exemple, à la caserne des sapeurs-pompiers également de la ville qui ont été lancés. Mais surtout, autre élément des plus importants, c'est le lancement de la construction de l'université numérique donc, de Lambaréné. La ville de Lambaréné étant une ville carrefour, Dimitri, on l'a connue à l'époque avec les écoles comme celle de François Xavier ou encore à Fanguino-Véni qui a accueilli plusieurs cadres. On espère aussi que ce sera l'occasion, puisqu'on parle de restauration des institutions, de restaurer tous ces édifices qui font partie du patrimoine national. On sera obligé de s'arrêter là, mon cher Dimitri, pour cette tournée républicaine. Nous aurons l'occasion de revenir. Les étapes ne sont pas terminées. J'imagine bien que le président devra être encore dans l'Anyanga, dans le Haut-Ogooué, les provinces qu'il n'a pas visitées, même dans l'estuaire. Voilà, merci. Geoffroy Fumboula-Liveka, député de la transition, je le rappelle aux téléspectateurs, et c'est toujours un plaisir donc de vous avoir sur ce plateau, même si aujourd'hui on est dans la rétro de l'actualité. Il va prendre votre place, c'est le secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole, Sylvain Mayabi Binet. Avec lui, on reviendra sur l'acte définitif du rachat d'Assala Énergie. Regardez, on se retrouve juste derrière. Dans les années 1970, le Gabon a connu un boom pétrolier sans précédent, attirant des multinationales telles que Shell, Total et plus récemment Assala Énergie. Ces entreprises, toutes étrangères à l'origine, illustraient le contrôle insuffisant du Gabon sur ses propres ressources. Après les indépendances, l'exploitation et l'exportation du pétrole ont été confiées aux compagnies pétrolières étrangères, tous champs confondus. En d'autres termes, notre pétrole a toujours été produit et exporté par des partenaires étrangers. Le rachat d'Assala Énergie par l'État gabonais marque un acte de souveraineté économique et une volonté de contrôle plus direct sur les ressources naturelles du pays. Gabonaises, Gabonais, par cet acte de rachat, le Gabon vient de se réapproprier, 67 ans après, une part importante de son pétrole. Il nous permet désormais de produire 25% de notre production nationale. C'est sans conteste une forme d'affirmation de notre souveraineté. En prenant la résolution de réacheter la société Assala Énergie, j'étais conscient de l'adversité. Le président appelle alors les experts gabonais de l'or noir à mettre en place des mécanismes solides pour assurer le succès de cette entreprise nationalisée. La réussite de cette opération, qui contribue à rendre au peuple gabonais sa dignité, démontre une fois de plus la crédibilité des autorités de la transition. J'invite tous les professionnels gabonais, anciens et nouveaux, du secteur pétrolier, à mener une réflexion sur la création d'une holding pétrolière nationale. Le retour d'Assala Énergie sous contrôle national est porteur de nombreux espoirs. Le rachat de cette entreprise par le Gabon
symbolise une étape cruciale vers l'indépendance économique et la valorisation des ressources nationales. En reconnaissance des efforts déployés pour concrétiser cette opération, plusieurs personnalités clés ont été décorées par le président de la transition gabonaise. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous, Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à cet achat de façon symbolique d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet et avant d'analyser les perspectives? Et ce qu'on peut retenir, c'est que l'État rentre dans une nouvelle ère. L'ère où la richesse principale qui a fait son histoire à travers le monde et qui a fait son budget, notamment le pétrole, il devient propriétaire d'une partie en termes de gestion et bénéficiaire donc des dividendes. L'acquisition par l'État des 52 000 barils produits par Assala, Oui. du terminal pétrolier de Rabi géré par, de Gamba autant pour moi, géré par Assala, c'est un événement historique et c'est un acquis qui va changer l'histoire du Gabon dans le chéquier pétrolier. J'ai envie de vous poser la question qui peut paraître assez banale quand on est acteur dans le secteur, mais qu'est-ce qui va réellement changer? L'État contrôlait déjà la production au niveau national. L'État est souvent dans le capital de certaines entreprises au niveau national. Mais là, avec le rachat d'Assala, qu'est-ce qui change de façon précise pour l'État, donc dans les bénéfices pour l'État? Et qu'est-ce qui va changer surtout pour les agents d'Assala, parce qu'ils attendent encore plusieurs réponses, et je ne dis pas que vous êtes le représentant de la GOC, mais quand même, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique dans ce sens-là avec ce rachat? Pour les travailleurs, nous avons déjà dit une chose en tant que syndicat représentant les travailleurs du secteur pétrolier, notamment ceux d'Assala, la garantie de l'emploi et des avantages sociaux demeure. Aujourd'hui, c'est de nouveaux challenges qui sont donnés à ces travailleurs gabonais. Hier, malgré leurs compétences, leurs expériences, sur plusieurs postes de responsabilité, de haute technicité dont ils sont dépositaires, ils ont toujours été mis en marge au profit des travailleurs étrangers expatriés, parfois moins compétents qu'eux. Le challenge est donné donc à ces cadres gabonais, à ces ingénieurs gabonais, à ces techniciens gabonais, demain d'occuper des postes de haute technicité au sein de cette entreprise. Pour l'État gabonais, c'est une grande action qui a été menée parce que les ressources de l'État vont être nettement améliorées. Dans le cadre d'Assala, l'État gabonais possédait 25% des parts de Assala Gabon. D'accord? Aujourd'hui, l'État gabonais a racheté les 75% qui étaient entre les mains de Carlyle. Oui. Il devient 100% propriétaire d'Assala Gabon. L'État gabonais a racheté également les autres sociétés en fait, qui étaient autour d'Assala, qui étaient donc en fait Assala Énergie, Assala Upstream. Donc, les bénéfices que générait Assala se répartissaient entre toutes ces entités. Et l'État qui n'avait que 25% se retrouvait en fait avec la portion congrue, sachant que dans ces 25%, il y avait tous les coûts récupérables qui étaient extraits. Et à la fin, l'État n'avait que dalle. Aujourd'hui, l'État aura 100% des revenus des opérations pétrolières, de la production pétrolière, des ventes pétrolières d'Assala. Dimitri, on comprend mieux avec ces explications de M. Mayabi Binet, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de gérer cette société sans retomber dans les travers qu'on a connus récemment? Il faut voir ce rachat de deuxième producteur de pétrole sur le territoire national comme étant une affirmation de la souveraineté du pays dans le secteur de l'économie. C'est très important parce que, comme disait déjà le secrétaire général, ça va permettre d'améliorer considérablement les ressources de l'État. Mais il faut aussi voir en cela le patriotisme de façon globale, ce retour au patriotisme, parce que malheureusement, il était impossible de pouvoir accepter des multinationales dans notre pays, ces multinationales qui dictaient leurs lois parce qu'elles arrivaient toujours avec donc leurs cadres dirigeants et le Gabon n'avait pas la possibilité justement de laisser à ses fils également la possibilité donc de pouvoir
occuper des postes de responsabilité. Mais vous l'avez dit, les défis sont grands, c'est déjà un pas important, c'est un événement historique, ça restera dans les annales donc, de notre pays. Ce 1er juillet où le président de la République a donc reçu finalement les documents du rachat définitif de cette entreprise, mais un pas a été fait, mais il y a également des défis qui se dressent devant. Comme vous l'avez dit, il y a ces soucis de gestion, il va falloir faire preuve d'orthodoxie dans la gestion. Alors on parle de restauration des institutions. Alors, voilà. Et c'est ça, c'est en cela, comme disait le SG, qu'il reste également un espoir, parce que les militaires ont une méthode différente. Vous le voyez, depuis qu'ils sont arrivés, ils essaient quand même d'imprimer une méthode pragmatique avec des résultats au rendez-vous. Les civils ont clairement échoué, il faut le dire. C'est pourquoi le peuple gabonais a choisi d'essayer autre chose et on est sûr que sous cette nouvelle ère, eh bien, on va quand même tenir compte finalement du respect d'un certain nombre d'orthodoxies dans la gestion d'entreprise. C'est très important. Avec vous, pour terminer, monsieur le secrétaire général, ce serait surtout pour les Gabonais qui vous regardent de percevoir les bénéfices, on l'a dit pour l'État, on l'a dit pour les employés de la société Assala et même du secteur pétrolier, mais les bénéfices à court, moyen et long terme pour la vie du Gabonais. En quoi ça les concerne, ce rachat d'Assala? On parle de souveraineté. Il y a une notion importante de souveraineté économique dans le rachat d'Assala. Le président a posé un acte fort pour donner au Gabon un outil de souveraineté économique et un outil pour financer les grands projets qu'il envisage pour ce pays, que le président continue de faire confiance aux Gabonaises, aux Gabonais, aux techniciens, aux ingénieurs spécialisés, expérimentés, qui sont dans cette entreprise ou qui sont disponibles dans le secteur pétrolier en général. Là, à vous écouter, M. Mayabi Binet, j'ai envie de dire à la politique, ce qui appartient à la politique, et à la GOC ou au pétrole, ce qui est pour le pétrole. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. La rétro de l'actualité, c'est donc terminé avec vous, Dimitri Abourner. On se dit au mois prochain, avec autant d'énergie. Vous, chers téléspectateurs, ne zappez pas parce qu'on revient pour parler d'éducation, de tourisme et de culture en deuxième partie de cette rétro de l'actualité. Nous sommes de retour sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Le ministre du Tourisme a entrepris depuis quelques mois maintenant une mission d'identification des sites touristiques pour relancer le secteur. Une mission qui lui a permis de découvrir et ou de redécouvrir les sites qui peuvent vendre au mieux la destination Gabon. Mais avant d'aller surfer sur les belles plages et faire des randonnées en forêt avec Charles Ayénoué, je vous propose de revenir sur les résultats des examens de fin d'année avec Nelly Ngondet. On regarde et on se retrouve juste derrière. Selon le communiqué officiel de la ministre de l'Éducation nationale, Camelien Doutoum-Leclerc, dans le détail, pour l'enseignement général, 24 784 candidats se sont inscrits. D'après les résultats proclamés samedi 22 juin, 8 521 candidats ont été déclarés admis d'office, soit 34,87% de réussite, représentant une légère baisse par rapport aux résultats de l'année 2023 dont le taux de réussite était de 35,80% et constituait une amélioration de 6,7% par rapport aux résultats de l'année académique 2021-2022. Les admissibles, quant à eux, sont au nombre de 11 059 candidats, soit 45,25% de réussite contre 46,25% pour l'année précédente. S'agissant de l'enseignement technologique et professionnel, sur les 3 444 candidats inscrits, 1 508, soit 44,87%, se sont brillamment démarqués en obtenant leur sésame dès le premier tour. En 2023, ils étaient de 1 587 admis d'office pour un taux de réussite de 44,92%, un taux en nette augmentation également par rapport à l'année 2022 où il était de 28,9%. Les admissibles pour leur part sont au nombre de 1286, soit 38,26% contre 41,2% en 2023. Pour l'heure, aucune explication officielle n'a encore été fournie quant à la baisse de ce taux de réussite, alors que le second tour, lui, est prévu pour vendredi 28 juin 2024. Nelly Ngondet et Charles Ayénoué sont avec moi sur ce plateau. J'espère que vous vous portez bien en cette période estivale. Ça va, merci.
On va se balader sur les plages, c'est l'été, ce sont les grandes vacances. Au Gabon, on dit la saison sèche. Mais avant, Charles, permettez qu'on revienne un peu sur la moisson des examens de fin d'année avec Nelly Ngondé. On l'a vu dans cet élément. Belle moisson pour le CEP, mais le BPC, le bac, c'est en légère baisse. Comment on arrive à comprendre ces résultats, Nelly Ngondé? Alors, il faut dire que ces examens en commun, le fait qu'elles se déroulent à l'ère de la transition, ce sont les premiers, voilà, de cette... On a même envie de dire la première épreuve pour le CTRI. CTRI. Alors, il faut dire que le certificat d'études primaires a enregistré 48 996 candidats qui se sont présentés, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup d'absences en ce qui concerne les 3 examens. On a enregistré un taux de réussite de 92,21%. Lorsqu'on compare aux résultats de l'année dernière, il y a il y a quand même 10% de points gagnés pour cette année. Oui, pour le certificat d'études primaires, oui, effectivement. Voilà, pour le CEP, on a 82,24% l'année de 2023 et 80,29% pour 2022. Et lorsqu'on regarde cette année 2024, on a 92,21% de pourcentage. Donc 10% de gagné par rapport pour le CEP cette année. Le BPC, c'est vraiment le flop. Le flop, alors qu'on n'a pas eu de grève cette année, Nelly. On a enregistré une belle année, mais le BPC, on ne comprend pas très bien. Est-ce que c'est le niveau des enfants qui a chuté? Est-ce que le programme était trop lourd? Parce qu'il faut analyser tous ces paramètres. Alors, il faut aussi dire que beaucoup d'établissements ont émis le souhait d'avoir des enseignants qualifiés. Beaucoup d'établissements ont dénoncé que le niveau des enseignants. Le niveau des enseignants, il n'y en a important. pas assez. Il y a des classes d'examen qui n'avaient pas d'enseignants de mathématiques, d'enseignants de sciences. Parfois, un enseignant de français venait faire des cours juste pour occuper les enfants comme ça. Donc, on ne sait pas si c'est ça l'explication, mais on sait qu'il y a eu des retours. Ça pourrait l'être, puisqu'on a vu que c'est seulement l'année précédente qu'on a relancé les concours. Et donc, d'avoir des cuvées d'enseignants qui sortent de l'ENS, par exemple. Entre-temps, comment les établissements faisaient? Ils allaient peut-être se prêter les services de certains qui ne sont pas vraiment enseignants de formation. Et ceci pourrait expliquer cela. Voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un taux de réussite cette année d'à peu près de 63,8%. Quand on compare à celle de l'année dernière, on parle de 81,96%. Soit une chute de 19, voilà, 20%. On parle de 18,88%. Donc, c'est vraiment le flop en termes d'examen de fin d'année en 2024, le BEPC. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Et pour le bac, est-ce qu'on ne comprend pas aussi? Là, il y a eu l'enseignement général, l'enseignement technique, les résultats. On a attendu très tard pour le deuxième tour. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, parce que j'avais une enfant qui passait le bac, donc on a dû attendre, veiller. Mais c'était une grosse veille d'armes. Beaucoup d'attentes, beaucoup de stress venant de candidats ainsi que de leurs parents. 28 228 candidats inscrits présents. Il faut préciser qu'il y en avait plus au départ. Et après, beaucoup d'absences. Il faut noter beaucoup d'absences. Aussi bien que dans l'enseignement général que dans l'enseignement technologique et professionnel, le taux de réussite du baccalauréat général chutait de 2%, passant de 82% en 2023 à 80% pour 2024. Donc, à côté, j'ai envie de vous dire, gouverner, c'est prévoir. À côté de cette belle moisson, la question des infrastructures d'accueil se pose avec acuité. Est-ce que pour l'année 2024-2025, l'État gabonais est prêt à accueillir tous ces élèves qui vont donc franchir la barre du secondaire? Alors, c'est la préoccupation majeure. Il faut dire que le gouvernement de transition travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'établissements qui sortent de terre, beaucoup de projets abandonnés depuis près de 20 ans, 16 ans, 10 ans, qui sont en train d'être revus. Sont en train de, donc, on va par exemple prendre l'exemple de la reprise des travaux du lycée scientifique pilote à l'abandon depuis 16 ans à Bongoville, dans le Haut-Ogooué. Toujours dans le Haut-Ogooué, le lycée public de Mwanda qui était abandonné depuis 10 ans. Le gouvernement de transition est vraiment en train de faire le travail, ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ces jeunes. C'est très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui l'État peut mieux accompagner ces enfants-là, que ce soit pour les établissements au niveau national ou à l'international, pour les filières qu'ils pourraient embrasser? Parce que
Et tenez-vous bien, on parle du tourisme juste après cela, mais c'est un secteur qui pourrait également être pourvoyeur en matière de formation. Il est clair que l'orientation aujourd'hui est l'un des défis les plus lourds pour Oui. le gouvernement de transition dans le secteur de l'éducation. J'ai eu la chance de m'entretenir avec un psychologue conseiller d'orientation du lycée Baoumar et il m'expliquait que la nouvelle stratégie à laquelle ils sont en train de penser, c'est d'initier les sessions d'information pour les élèves à partir de la classe de 3e. Parce que habituellement, ce qui a été fait dans le passé, les élèves étaient entretenus sur la question de l'orientation en terminale pour la plupart. Et du coup, beaucoup arrivaient avec le bac sans savoir exactement ce qu'ils voulaient faire, ce qui amenait après à des reconversions ou à des mauvaises orientations. Donc ça est également à une perte de temps. Et malheureusement, ça crée encore des problèmes en augmentant les statistiques de chômage. Autant de problèmes qu'on espère seront réglés parce que la rentrée, c'est le 2 septembre en République gabonaise. On va arrimer le calendrier national à ce qui se faisait déjà dans la sous-région et même à l'international. Pour parler de cette belle mission d'identification, Charles a insisté pour que je le précise, puisque nous ne sommes pas encore dans la caravane, on aura l'occasion d'en parler. Alors cette mission d'identification, dites-nous Charles, vous étiez dans la dernière étape avec le ministre du Tourisme. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on a de beaux sites à découvrir ou à redécouvrir au niveau du Gabon? Bien, il en ressort après cette mission de 3 jours que plusieurs nouveaux sites ont été ajoutés sur la liste du patrimoine touristique gabonais, oui. Car il faut préciser que cette mission avait non seulement pour but de recenser les sites touristiques existants et connus, mais également ajouter à cela de nouveaux endroits à faire découvrir aux Gabonais, non seulement lors de la caravane touristique qui sera organisée à partir du 15 juillet prochain, mais également pour toute la suite des activités touristiques dans les prochaines années. Donc la tutelle a travaillé de telle sorte que, d'après les informations du ministre, de telle sorte que l'administration qui suivra, la sienne, pourra facilement reprendre les dossiers en cours, car il y a énormément de sites en cours. Je vais prendre l'exemple de la baie des Coquillages, à 15 minutes de la capitale provinciale Port-Gentil, dans le Gouin maritime, qui est un site déjà reconnu, un acteur important plutôt du secteur dans la région. Mais à côté de celui-là, on a également visité des petits villages comme celui de Ntchogorové à l'entrée du parc national de Luango, qui est un tout petit village d'à peine une centaine d'habitants, mais qui a initié en construction des chambres de passage. Très intéressant. Donc, ça prouve que chaque opérateur économique, en fonction de ses moyens, pourra désormais, avec la nouvelle politique du gouvernement de transition, prétendre à devenir opérateur économique et en vivre surtout. Alors Manélie, ça c'est bien pour les opérateurs économiques parce que là, il y a une véritable niche à saisir. Mais pour les populations, et je parle des populations gabonaises, parce qu'il y a beaucoup qui nous regardent et nous disent « Bon, mais c'est bien beau d'aller nous montrer la baie des Coquillages là-bas à Port-Gentil ou même les chutes de Tsamba Magotsi à Fougamou. Mais est-ce que le tourisme, et c'est important, est possible au Gabon et surtout est-ce qu'il est accessible? Il faut dire que, si je peux me le permettre, le gouvernement a pensé à tout. Alors c'est la grande question qui revient le plus souvent. Nous sommes Gabonais, nous sommes autochtones, voilà. Est-ce que nous avons accès à notre propre tourisme? Le tourisme est réservé seulement à ces personnes qui viennent de l'extérieur avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Ben non, le ministre du Tourisme a rassuré les populations gabonaises que oui, il y a des coûts, il y a si on peut appeler ça des forfaits, qui peuvent permettre à nous les Gabonais, même le Gabonais lambda, de pouvoir profiter de ces joyaux dont le Gabon regorge naturellement. Donc oui, c'est possible, on a pensé à tout. Les Gabonais qu'ils osent d'abord, après ils jugeront par la suite. Ah oui, Charles, vous voulez ajouter quelque chose parce que j'avais envie de vous dire à côté de tous ces sites naturels, donc on a parlé de plages, de forêts, il y a aussi le patrimoine culturel et j'ai même envie de dire historique du Gabon. J'ai séjourné récemment, allez, je ne vous apprends rien dans la province du Moyen-Ogooué, j'étais... Mais alors là, en admiration par rapport à la paroisse Saint-François-Xavier, qui malheureusement est en train de tomber en ruine. Elle fait partie des premières églises au niveau du Gabon. On parle de 1800, les années de création 1880 par là. Mais alors comment, pour la promotion du tourisme, vous allez rajouter ce que vous vouliez déjà, mais vous pourrez également embrayer là-dessus, comment on peut restaurer tous ces sites-là, comme l'hôpital Schweitzer, comme on pourrait citer plein d'autres à côté, pour davantage promouvoir le tourisme? La restauration de ces sites implique
inévitablement l'appel des investisseurs. Oui. Et c'est là tout le grand défi de ces missions d'identification et de la caravane à venir, la caravane touristique du Gabon. Plus il y a d'investisseurs, plus les coûts seront réduits. Et c'est là tout le défi, j'ai envie de dire, du ministère du Tourisme. Ils ont envie de prouver que le tourisme est accessible à condition d'y mettre des moyens. Très intéressant. Le ministère a signé pendant la dernière mission d'identification du potentiel touristique de la province de Logoué-Maritime un partenariat avec une grande entreprise pétrolière qui organise chaque année des visites touristiques à travers le Gabon. Et pour cette année, ils ont décidé de s'allier à la caravane en mettant à disposition des élèves pour une sortie de vacances, mais également... On se rappelle déjà de ces camps de vacances organisés par certaines entreprises à l'époque. C'est peut-être dans cette lancée... C'est exactement dans cette lancée-là. Et c'est toute la stratégie du ministère, c'est d'attirer plus d'investisseurs, mettre beaucoup d'argent pour que les coûts réduisent. Je vais prendre l'exemple de la visite des gorilles au parc national de Luango, qui peut grimper jusqu'à 300 000 francs par personne pour passer 1 heure avec les gorilles. Et quand on y pense, on se dit... Ça peut paraître lourd pour la plupart des Gabonais et donc il nécessite vraiment l'implication de beaucoup plus d'investisseurs pour que les coûts soient revus à la baisse. En tout cas, le tourisme est à faire au Gabon. Vous avez des sites à visiter, mesdames et messieurs. Si vous ne vous êtes pas encore décidés, il y a cette possibilité, hormis les chutes de l'impératrice que j'aime bien citer, à Fougamou. Nous avons également les gorilles, vous l'avez dit, dans le parc de Luango. On a les baleines à aller regarder à Mayumba et les belles plages. La pointe des tortues. Surtout, voilà, à la baie des tortues également. On a des oiseaux observés au parc d'Akanda, non loin de la capitale gabonaise. Autant de sites qui ne sont pas forcément les parcs, mais il y a aussi les sites historiques. Je citais déjà la paroisse Saint-François-Xavier à Lambaréné. Il y a plein d'autres que vous pourrez découvrir ou redécouvrir durant cette caravane du ministère du Tourisme. Merci à vous, Nelly Gondé, d'être passée sur ce plateau. J'ai toujours du mal à dire Gondé. Voilà, j'ai bien prononcé. Et c'est David Obola qui prendra votre place et qui porte haut la voix de la culture à Gabon 24. Charles Layen, vous ne partez pas, on rendra hommage à PCA, mais c'est juste derrière la 3e édition du Festival de la mode au Gabon. La mode, nous dira-t-on, est l'expression dynamique de nos identités. Nous nous retrouvons ici pour célébrer la 3e édition de ce festival, dont les 2 premières qui ont eu lieu en 2022 et 2023 ont suscité des attentes très promoteuses sur le développement de la mode en Afrique en général et au Gabon en particulier. Les professionnels de ce secteur sont mobilisés à cette occasion pour magnifier et célébrer ce qu'ils ont en commun, leur engagement et leur passion pour la mode, symbiose des cultures, thème de cette 3e édition. Il y a le coco donda, c'est la teinture. À l'origine, le pain il est blanc. Et selon les motifs et les créations que tu veux, tu peux le teindre et transformer comme tu veux. Et il est beau. Je conseille à tout le monde de venir parce que, vous savez, la mode est ce qu'on appelle un instrument de soft power qui donne de l'image aussi, qui participe aussi à l'image d'un pays. Et le Gabon a tout à gagner à organiser ce type de manifestation. L'objectif ainsi visé étant de favoriser un vivre ensemble harmonieux, mais aussi des échanges, des techniques et savoir-faire dans le domaine de la mode. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Arts se félicite de l'organisation de cet événement qui vise non seulement à promouvoir la mode et l'art gabonais, mais aussi et surtout à favoriser le raffermissement des liens, et c'est important, entre le Gabon et tous les pays participants dont les stylistes sont ici présents. Bon festival à tous et vivez l'art comme vous savez le faire. Ce mardi, à côté des stands qui restent ouverts jusqu'à la clôture et des défilés à ciel ouvert, un atelier de formation est prévu autour de la texture sur textile. Quand on parle de culture sur Gabon 24, elle en est la voix et le visage. Bienvenue à vous, David Obola, sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Merci Marielle. Et alors, partage d'expérience, Angèle Epouta a eu la crème de la crème, hein, des stylistes qui ont foulé le sol gabonais. Peut-être nous raconter un peu qu'est-ce que ça fait d'aller couvrir un événement avec les grands noms de la mode gabonaise
africaine, voire même mondiale. Oui, qu'est-ce que ça fait de couvrir ce genre d'événement? Lorsqu'on va couvrir ce genre d'événement, le festival, bien sûr, de la mode qui s'est ouvert lundi à Libreville. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça fait déjà pour aller couvrir ce genre d'événement? On a souvent cette petite tendance à se demander, lorsque je vais là-bas, je vais trouver qui, comment est-ce qu'ils seront habillés. Du coup, on est contraint d'essayer d'être corporate ou d'être également dans cette foule-là, d'essayer de se dire, on peut également être confondu, pourquoi pas, par ces stylistes, par ces modélistes. Rigueur vestimentaire oblige. Rigueur vestimentaire oblige, justement. Et donc, je le dis, le festival de la mode au Gabon s'est ouvert ce 1er juillet à Libreville, particulièrement à la Baie des Rois. Pour cette 3e édition, le festival se tient autour de la thématique la symbiose des cultures. Et donc, depuis le 1er juillet à la Baie des Rois, plusieurs activités sont organisées en marge de ce festival. Voilà, on parle bien sûr des tables rondes, on parle de conférences, débats autour de la thématique pour davantage intéresser ces passionnés de mode, mais également toutes ces personnes qui veulent embrasser ce secteur-là. Comment intéresser la jeune génération? Les tables rondes sont organisées, mais également des défilés, des concours également sont organisés en marge de cette 3e édition du festival qui se tient jusqu'à ce samedi à la Baie des Rois. Alors, je rigolais un peu avec Charles Ayenois qui est très passionné de politique, d'économie, parfois un peu de tourisme. Mais est-ce qu'il aime la mode? Alors, est-ce que vous avez quand même regardé le FEMOGA? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette 3e édition? Alors, de mon expérience avec le FEMOGA, c'est particulier parce que je ne suis pas allé au FEMOGA. Le FEMOGA est venu à moi. Intéressant. Sur mon lieu de travail, ici à Kabanka, nous avons reçu le Jobala. sapologue Jobala. Voilà, et au cours d'une discussion avec lui, on a parlé de sapologie, évidemment. Et j'ai été marqué parce qu'il m'a dit, au sujet de l'évolution de la sapologie, qui est parti. Voilà, tout un courant de mode, d'une culture congolaise. Oui, carrément. Voilà, qui est parti d'une vision à l'époque où on pensait qu'il fallait acheter des habits chers pour être bien vêtus. Mais aujourd'hui, avec la réalité africaine, les Africains ont plutôt compris qu'il suffit simplement de comprendre la science, d'assimiler les couleurs. C'est tout. Et donc, il ne suffit pas de manière nécessairement. Même au marché, on peut être un sapologue. Et moi, c'est ce que je retiens du FEMOGA. Et c'est intéressant ce que Charles a dit, parce que j'ai envie de vous dire, la sapologie, elle a fait ses classes, elle évolue dans le temps et on en est tous inspirés et toujours un peu subjugués de voir comment ces acteurs culturels du Congo s'habillent, comment ils appréhendent la mode à leur façon. Mais Davilo Obola, est-ce qu'aujourd'hui la mode gabonaise a réussi à se frayer un chemin comme la sapologie? Est-ce qu'aujourd'hui on a des noms de la mode gabonaise? On a cité Angèle et Bouta, mais est-ce qu'on a des marques qui sont reconnues non seulement au niveau national, mais aussi à l'international? C'est d'autant plus intéressant cette question parce que lorsqu'on parle de mode au Gabon, le festival d'ailleurs c'est l'un des éléments essentiels de cette 3e édition, le raffia. On parle du raffia. Le raffia est mis à l'honneur à la Baie des Rois à l'occasion justement de la 3e édition du festival de la mode au Gabon. Pourquoi le raffia? Parce que le raffia, on peut le dire, est considéré comme un élément identitaire aujourd'hui pour le Gabonais. Justement, pour le Gabonais. Et donc, lorsque vous allez, on peut voir d'ailleurs sur les images, ce styliste tout habillé en raffia, une veste, voilà. Il l'a cousu lui-même, tout en raffia. C'est dire simplement, comme je l'ai dit, que c'est un élément identitaire auquel font régulièrement recours nos stylistes et modélistes gabonais. Et cela s'impose d'ailleurs désormais comme un élément essentiel pour la mode gabonaise. Et celui que je m'apprête pour qui je m'apprête à vous parler, il n'est pas loin de la mode ou peut-être de la tradition, beaucoup plus proche. C'est celui qu'on appelle affectueusement Tonton Coco, le PCA de la musique gabonaise. Il s'est produit sur la scène de l'Institut français du Gabon, c'était le 4 juillet. Et j'aimerais vous poser la question. Vous êtes relativement jeune, d'ailleurs comme moi, mais qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qui vous inspire, Pierre Claver Akendengue, Charles Ayenoua? De mes plus vieux souvenirs de Pierre Claver Akendengue, j'entendais mes parents le dire, qu'il représente le vieux du village qui est assis, qui a toujours une bonne parole à donner. Cela s'illustre à travers ses chansons. Et personnellement, j'ai
eu la chance d'assister à son dernier concert à Libreville. J'ai été touché par les interludes anecdotiques. Il donnait plus d'éléments pour comprendre certaines de ses chansons. Nous avons d'ailleurs appris que le single Hallo Hallo, qui est le premier single qu'il a enregistré en 1972, est issu d'une situation personnelle, dramatique, oui, car c'est une chanson que chantait la prêtresse qui a traité sa mère pour qu'elle puisse à nouveau tomber enceinte 10 ans après sa naissance. Donc comme quoi, nous parlions de mode tout à l'heure, s'inspirer de la tradition pour créer des choses nouvelles. Et le Pierre Akendengue est l'exemple parfait qui a fait cela. Pierre Akendengue Davilo Obola, c'est plusieurs titres à son actif. C'est une carrière immense, j'ai envie de dire monumentale. C'est une icône de la musique gabonaise. Que dis-je? Et là, je reprends un peu vos propos. C'est carrément le monument, finalement. Il n'est pas qu'au niveau du Gabon, il est au niveau africain, au niveau international, reconnu d'ailleurs à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'artiste? Au niveau international, justement, on parlait de Pierre Claver Akendengue, on le dira toujours, c'est un honneur de parler des grands PCA parce que la musique de Pierre Claver Akendengue a toujours traversé, est toujours allée au-delà des frontières. Elle l'a traversé de génération en génération. Lorsque Pierre Akendengue a commencé la musique, nous on n'était même pas encore en projet. Et d'ailleurs, c'est certain. D'ailleurs, ce qui m'a particulièrement marqué dans l'histoire, dans la carrière de Pierre Claver Akendengue, c'est dans les années 80. C'est vrai, on n'était pas encore là, mais l'histoire est là pour nous rappeler justement ces événements qui sont passés et pour lesquels nous n'avons pas eu la possibilité d'assister ou de vivre. On parle du Carrefour des Arts. Oui. Ça a été initié justement par le grand Pierre Claver Akendengue dans les années 80. Je le disais, c'était justement pour permettre à la nouvelle génération de s'ancrer, de donner la possibilité à cette nouvelle génération de s'adonner à la musique gabonaise. Et on pense à des noms comme Annie-Flore Bacheleli, Laure Comindon. On parle également de Marcel Diabio, qui était justement au cœur du projet du Carrefour des Arts. Et donc, parler de Pierre Claver Akendengue, c'est une icône de la musique gabonaise. Et on ne le dira jamais assez, c'est un pionnier parce qu'il a contribué à faire de la musique gabonaise ce qu'elle est aujourd'hui. Il a davantage fait en sorte que plusieurs jeunes embrassent ce métier. On ne peut que dire merci à Pierre Claver. Des artistes complètement accomplis et nous voyons l'émotion, l'engagement aussi dans vos yeux, Davilo Obola, et dans les propos de Charles Ayenoué. Pierre Claver Akendengue, il a su traverser les générations. Il touche aussi bien les gens de sa génération, donc les 80 ans, que les plus petits, parce qu'aujourd'hui, on fredonne, nos enfants le prennent également. Pierre Claver Akendengue, s'il fallait citer un titre, un kéré, pourquoi pas, Africo Ota. Libérer la liberté. Libérer la liberté. Autant de titres, on pourrait passer la soirée ici à parler de Pierre Claver Akendengue et de son œuvre. Merci à vous de lui avoir rendu hommage et surtout merci à lui pour tout ce qu'il fait pour le Gabon et qu'il continue de faire, de prendre le temps de venir se produire sur cette scène de l'Institut français. C'était aussi une manière pour lui de transmettre. Merci encore Charles Ayenoué et Davilo Obola d'être passés sur ce plateau. À nos artistes pendant qu'ils sont encore vivants. Aimons-nous vivants, c'est le plus important. C'est important. Merci également à tous ceux qui étaient là avant vous. Je pense à Nelly Ngondé avec qui on est revenu sur les questions d'éducation qu'elle suit de très près. Merci à Dimitri Abourneur, notre chroniqueur politique maison, et merci surtout à nos invités, Geoffroy Fumboula Libeka, député de la transition, et surtout à monsieur Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. La rétro de l'actualité, c'est déjà terminé pour ce mois. Nous espérons vous retrouver très vite pour le mois de juillet et je vous laisse donc en compagnie de cette belle mélodie de Pierre Claver Akendengue, à qui nous devons beaucoup dans cette nation et pour qui nous espérons encore puiser davantage pour aller de l'avant. À très vite. Bye.